Nous sommes le 1er décembre 1991. La France est en finale de la Coupe Davis face aux États-Unis. L'équipe dirigée par Yannick Noah mène 2-1. Guy Forget doit terminer le travail face à une légende du tennis mondial, Pete Sampras. À Gerland, le suspense est insoutenable. C'est Forget qui est au service. Il va prendre tous les risques pour finalement délivrer l'équipe de France d'un ultime coup droit appliqué. La France remporte son premier saladier d'argent depuis 1932. Et on revient sur ce jour historique avec Lionel Chamoulot. Bonjour, vous êtes journaliste sportif spécialisé dans le tennis. Vous avez plusieurs fois commenté la Coupe Davis pour France Télévisions. Et vous êtes l'auteur de Stade 2, 40 ans d'émotion aux éditions Solar. Ce 1er décembre 1991 est un jour important pour le sport dans son ensemble. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti des secondes qui précèdent cet exploit ? Disons qu'il y a eu un moment on va dire, de communion absolument incroyable entre tout le monde à Lyon. Et quand je dis tout le monde, je veux dire aussi même les Américains. Parce qu'ils se rendaient compte, les Américains, qu'il y avait quelque chose d'historique qui était en train de se passer. Parce que vous avez évoqué la distance qu'il y avait entre les deux dernières victoires en Coupe Davis. 59 ans, c'est énorme, 59 ans. Et quand Yannick Noah et ses boys étaient en train de gagner, non seulement il y avait bien sûr de la qualité dans le jeu, mais il y avait une intensité émotionnelle que rarement j'ai vue dans le sport. Et il y a un journaliste qui s'appelle Bud Collins, qui écrit pour le Boston Globe, qui est un grand spécialiste du tennis, qui avait dit bah voilà, moi en 35 ans de carrière, j'ai jamais vécu un moment comme ça, et pourtant c'est un Américain. Donc c'est dire à quel point tout le monde était pris. Alors on va se remettre dans le contexte. Où en est la France dans cette finale ? Je crois que le vendredi ça commence plutôt mal, puisque Forget s'est incliné contre Agassi. Voilà, c'est André Agassi et Guy Forget qui commencent ce week-end qui va rester légendaire. Et ça commence mal parce qu'effectivement Guy c'est le leader de l'équipe, il est 4e mondial à ce moment-là, il a gagné Bercy en battant Sampras, d'ailleurs en finale la semaine qui précède, et on se dit que c'est à lui de ramener ce premier point à l'équipe de France. Et là, il y a un moment qui donne le ton vraiment dans cette finale de Coupe Davis historique, c'est que Guy craque un peu quand il rentre dans le vestiaire, et il croise Henri Lecomte qui va aller jouer Pete Sampras. Et Henri lui dit « Mais qu'est-ce que t'as à pleurer ?» Alors Guy dit « Mais ça va, peut-être, je suis paumé, j'aurais dû te ramener ce point. » Il dit « T'inquiète pas, je vais l'exploser, l'autre. » Ah oui, d'autant plus que Henri Lecomte, lui, il sort de rééducation. Il voilà, sort donc il avait de nouveau un problème au dos, une hernie discale qui lui posait un problème. Il avait été opéré, il avait pris 18 kilos. Et au moment de la demi-finale entre la France et la Yougoslavie, Yannick Noah qui voit Henri qui était là, lui dit « Écoute Henri, il faut que tu sois prêt. » Elle dit « Non, mais on m'a demandé 3 mois encore de rééduc et tout ça. » Il dit « Henri, il faut que tu sois prêt, d'accord ?» Et l'autre dit « Ok, parce qu'il sait sur quelle corde il peut jouer, sur la corde sensible, la corde patriotique, et puis cette envie de vivre un moment historique. Et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, Henri Lecomte, c'était pas le plus aimé des joueurs de tennis français, puisqu'on lui reprochait son côté bling-bling, on lui reprochait son attitude au moment des Jeux Olympiques à Séoul. Il se faisait siffler, même en France, parfois. Et puis la rivalité avec Noah, parce qu'on aimait bien le côté Noah, un peu, voilà, grand frère, machin, et tout ça. Et le côté Henri, un peu trop Neuilly-sur-Seine, ça allait pas ensemble. Et donc, il les opposait un peu. Et lui, il a dit, écoute, il faut que tu sois prêt, parce que si on veut vraiment réussir quelque chose d'énorme, c'est avec toi. Et donc, il lui a permis d'avoir cette possibilité de ne penser qu'à ça. Il n'a pas fait de tournoi avant, il a uniquement pensé à la Coupe Davis. Alors, on va revenir sur le rôle de Yannick Noah, mais d'abord, sur le papier, c'est vraiment David contre Goliath, parce que, pour le coup, les Américains, on les appelle les ogres américains, Pete Sampras, André Agassi, qui sont 6e et 10e mondiaux, qui sont déjà des légendes du tennis. Ils sont déjà, oui, ils sont lancés comme... Parce que Pete Sampras vient de gagner l'US Open, et du coup, on se dit que c'est la nouvelle génération qui prend la main du tennis américain, parce que les Américains, c'est eux qui ont remporté le plus souvent la Coupe Davis. Bon, actuellement, ils en sont à 32 victoires, mais à ce moment-là aussi, ils étaient tenants du titre en plus. Mais il y avait quand même une polémique, parce que Tom Gorman, le capitaine américain, avait privilégié Pete Sampras au détriment, par exemple, de John McEnroe, de Jim Courier, qui pouvait aussi jouer. Donc, ils avaient joué la carte de la jeunesse. Mais c'est vrai que sur le papier, vous disiez, bon, Agassi, Sampras, c'est très fort, et Flack et Seguso en double, c'est l'équipe numéro 1 au monde. Donc, ils étaient armés, les Américains, ils pensaient que pour eux, ça serait un match compliqué, parce que jouer à l'extérieur, mais pas à ce point. Pas à ce point, parce qu'ils se sont rendus compte, et là, j'ai vu, parce que moi, je commentais pas le match, et je faisais des interviews au bord du cours, donc on est au bord du cours. Et on voit à un moment dans le regard des Américains, quand Henri Lecomte bat Pete Sampras, alors là, ça commence les soucis. Et ils se sentent que le public commence, de Gerland à Lyon, commence à faire fusionner tout le monde comme cela. Et il se passe un truc invraisemblable, c'est que même après les matchs, c'est-à-dire dans la ville de Lyon,
Dans les restaurants, ça devient une espèce de folie hystérique. Yannick Noah, bon, il n'a pas trop dit, mais bon, il m'en voudra pas si longtemps, mais parfois il sort pour aller voir les gens. Ouais. Il salue au balcon, comme s'ils avaient gagné quelque chose ou pas, alors que rien n'est fait. Ce n'était pas encore le cas. Et du coup, voilà, c'était pas encore le cas, mais du coup, ils étaient portés par ça. Et alors justement, avec le recul, est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui a permis à la France de déjouer les pronostics? Est-ce qu'il y a eu une alchimie particulière? Et évidemment, j'imagine le rôle de Yannick Noah, très important. Le rôle du capitaine, parce qu'il faut bien voir une chose, parce qu'au moment où Yannick Noah revient en Coupe Davis, là, on se dit, ben voilà, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait jouer sur les cordes sensibles des uns et des autres, et meneur de femmes aussi, puisqu'il a gagné la Fed Cup avec l'équipe française. Mais il avait cette génération qui était sa génération, c'est-à-dire qu'il était vraiment... Il avait grandi avec eux, ses joueurs l'admiraient beaucoup parce que bon, il y avait Guy Forget, il y avait Henri Lecomte, il y avait Arnaud Butch aussi qui était dans l'affaire, Fabrice Santoro. Et pour ces joueurs-là, c'était un exemple absolu, c'est quelqu'un qu'ils écoutaient. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils disaient, bon, écoute Henri, tu vois, là, il y a un mur, tu fonces, tu me le défonces, le mur. Il le faisait. Je ne sais pas si ça sera la même chose avec la nouvelle génération, parce que voilà, le discours n'est plus tout à fait le même, il n'y a plus le même rapport. Mais à ce moment-là, il a su vraiment trouver les mots justes et faire quelque chose qui, je pense, lui manquait, parce qu'il n'a jamais gagné la Coupe Davis en tant que joueur. Et donc, il a dû ressentir ce manque, parce qu'on a la sensation que Yannick Noah a gagné la Coupe Davis, mais il l'a gagné en tant que capitaine et pas en tant que joueur, alors qu'il aurait pu, il a fait une finale en 82. Et est-ce que sa force, c'est pas aussi de savoir prendre des paris, notamment avec Henri Lecomte, qui est blessé, et il le pousse quand même? Il a de l'audace, quoi. Il a de l'audace, et puis il sait à qui il s'adresse. Il sait qu'Henri, c'est un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du tennis, et que le talent, si vous voulez, quand vous l'avez, vous l'avez. Bon, bien sûr, il faut que le physique soit là, mais quand il y a le talent et que là, derrière, il y a une volonté, et je pense que c'est ce qui a manqué aussi à Henri Lecomte pour avoir un palmarès autre que celui qu'il a, c'est d'avoir cette capacité à être porté par quelqu'un. Et là, il était vraiment porté par l'équipe et par Yannick. Et vous savez, il y a une anecdote qui, moi, à chaque fois, me revient en mémoire. Parce que j'avais ramené Henri Lecomte à Gerland pour une interview. Bon, le stade était vide et j'avais dit au caméraman, je vais lui poser une question sur son fils. Et à ce moment-là, tu fais un zoom avant et tu vas voir, il va pleurer. Et donc, c'est exactement ce qui s'est passé parce que le petit Maxime avait envoyé une lettre à son papa et un dessin en disant « Papa, gagne la coupe et ramène-la à la maison ». Yannick l'avait collé dans le vestiaire. Dans les gars, pour Maxime, on va gagner la Coupe Davis. Henri, puis Henri, je voulais pleurer. Et quand il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la remise de la coupe avant Saga Africa et tout ça, Yannick fait un petit mot, dit, je me souviendrai toujours, Henri, de ce mot de Maxime Lecomte, papa, ramène la coupe, gagne-la et ramène la coupe à la maison. Et Henri s'effondre en larmes, tous les copains sont autour. Et tout s'est joué comme ça sur l'émotion et sur quelque chose d'irréel. Ouais, et puis en plus, il y avait un hommage fait à Philippe Chatrier, qui a été un grand dirigeant du tennis français, qui était encore président de la Fédération française de tennis, et qui, lui, n'avait qu'un rêve, c'était que la France ramène enfin ce saladier à la maison. Et c'est arrivé au moment où, justement, il a pu s'en rendre compte. Je dis ça parce qu'après, il a été atteint par la maladie de Parkinson. Et c'est quelque chose que, là, il a vraiment vécu et que, malheureusement, après, il n'aurait pas pu vivre de la même façon. Lionel Chamoulot, si je vous demande de terminer cette phrase, le 1er décembre 1991, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Où j'ai rebondi comme un kangourou au bord d'un court de tennis. Ça m'est jamais arrivé, mais là, je ne pouvais pas faire autrement. Parce qu'en plus, il se trouvait que d'abord, j'étais au bord du court et porté par cette ambiance formidable. Et puis, je vous le dis aussi, c'était mes copains, ce sont toujours mes copains. Et franchement, j'étais tellement heureux pour eux, parce que je rebondissais à côté d'eux. Puis, je voyais en même temps, il y avait Jean Borotra, qui était un ancien mousquetaire, qui était là. Et je me suis dit, ils ont fait un truc énorme, et j'étais heureux d'y être. C'est un des plus grands moments de l'histoire du sport français, je trouve. Merci beaucoup Lionel Chamoulot d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.